Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler cyclisme, on va faire le débrief de l'étape numéro 10 du Giro, ce Giro 2022. C'était la première étape après une journée de repos. Autant vous dire que la reprise a été très musclée en fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'étape, du final de cette étape et du vainqueur du jour. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape numéro 10, étape très animée dans le final. Je me suis encore bien planté sur la stratégie comme du côté de Naples. Je pensais que ça serait pas autant animé que ça. Et puis, autant vous dire qu'à 25 bornes de l'arrivée, je me suis dit, c'est bon pour moi là. Tu vois, il n'y a pas eu d'attaque, les montées ont été un petit peu escamotées, c'est bon pour moi. Et puis dans la dernière montée, ils ont tout donné. Et je me suis bien planté, encore, au niveau de la tactique. C'est une magnifique victoire qui est aussi importante que celle de Gand pour Guermeil et pour l'Afrique noire, pour l'Érythrée bien entendu, et également pour Intermarché, une nouvelle victoire sur un grand tour pour Intermarché. En 2 ans, il collectionne quand même. Une magnifique victoire et encore une fois une magnifique course de la part d'Intermarché. On parlera encore du plantage tactique de Van Der Poel parce que pour moi le fait qu'il ne gagne pas c'est une énorme erreur tactique qu'il a effectuée. Et puis on va parler des Français. C'est pas bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux aussi du côté des Français. On y reviendra et puis on parlera des coureurs au top et des flops sur cette étape. Il y a quand même pas mal de flops et il y a une grosse surprise au niveau du classement général avec un coureur qui perd beaucoup de temps aujourd'hui et qui aurait pu être un deuxième leader dans une équipe. Enfin voilà, un coureur qui un jour ça réussit, le lendemain ça ne réussit pas. C'est un jour sur deux. Je l'appellerai maintenant désormais comme ça. Mais j'ai pas encore totalement le classement général. Mais voilà, il y a un coureur qui a disparu du top 15 aujourd'hui. On commence tout de suite avec les sondages. Du côté du sondage, hier, je vous avais posé 2 questions. La première, c'était pour vous, qui va gagner l'étape numéro 10? Un sprinter 37%, un puncher 45%, donc la moitié. Après Guermeil, il y a un profil polyvalent. Ou un baroudeur 18%. Et j'avais oublié le pour vous. Et que va faire Joao Almeida sur ce Giro pour vous? J'ai oublié le mot. Et en plus, c'est bien, c'est qu'avec un sondage, quand tu fais un sondage, tu ne peux plus le modifier sur YouTube. Soit tu le supprimes, soit tu... Donc voilà, de toute manière, soit je le supprimais. 181 votes. Et que va faire Joao Almeida? 7% il va le remporter, 28% il va le finir sur le podium, 49% il va finir dans le top 5, 12% il va finir dans le top 10, 5% il va complètement exploser. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce sondage, parce que il y a plusieurs, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, vous voyez bien Joao Almeida gagner, et moi, j'ai pas cette intuition-là. Donc je voulais savoir, avoir votre avis global sur Joao Almeida avec ça. C'est pour ça aussi qu'on fait des sondages sur ce Tour d'Italie. Ça me permet d'avoir votre avis global sur certaines questions. Et dans le cas de Joao Almeida, bien je vois que vous le voyez quand même en majorité finale dans le top 5 ou sur le podium. Moi, j'hésite entre top 5 et top 10, Almeida. Voilà. Donc comme quoi, je suis pas totalement dans les mêmes ressentis que vous, mais parce que j'ai pas été forcément très impressionné par le début de saison d'Almeida et je me dis il va peut-être à un moment montrer des signes de faiblesse, mais comme c'est une course ouverte, on peut s'attendre à tout. Sur ce Giro 2022, regardez encore aujourd'hui sur l'étape numéro 11. On passe tout de suite au bilan des Bleus. On commence tout de suite le bilan des Bleus avec Romain Bardet. Romain Bardet qui est premier français aujourd'hui, 7e. Il s'en sort bien, Romain Bardet. Ça aurait pu être compliqué pour le coureur français. Il aurait pu se faire avoir par une cassure parce que c'est Fortunato, je crois, qui est dans une cassure. Van Sevenant est dans une cassure. Mais Fortunato aussi, je crois, a été lâché. Je ne l'ai pas retrouvé, Fortunato. Mais pour moi, il n'était pas dans le premier groupe.
chez Eolo, Cometa, Fortunato. Il finit, oui, à 1,02 aujourd'hui de perdu pour Fortunato. Donc il aurait pu avoir une cassure qui lui coûte cher, hein, surtout qu'à un moment, au pied de la côte, il n'était pas forcément très très bien placé du côté de... Alors, c'était la côte de Monzano, où il n'était pas hyper bien placé. Et là, je me suis dit, ah, ça peut être compliqué pour Romain. Surtout que je voyais Carapaz bien placé. Je me suis dit, ah, Carapaz, il va foutre une mine. Et il est 10-15 places derrière, ça peut être compliqué. Puis ensuite, il est bien remonté. Au final, Carapaz, il a fait une attaque, hein, mais encore pas tranchante. Je suis un peu inquiet quand même avec Carapaz. Déjà parce que je trouve qu'il fait faire beaucoup d'efforts à son équipe pour aujourd'hui un résultat comptable qui est de 0. C'est-à-dire qu'entre l'étape du blockhouse, entre l'étape d'aujourd'hui, on a vu quand même l'équipe Ineos énormément travailler dans le final. Sauf que si on regarde bien, il a lâché très peu de leaders, très peu de favoris. Et en plus, je trouve qu'à chaque fois quand il place une attaque, Carapaz, il n'a pas le tranchant, le punch qu'il a d'habitude. Donc ça m'inquiète un petit peu, peut-être un peu de fatigue pour Carapaz. Au final, c'est l'un de ceux qui a le plus couru sur la première partie de saison. Il était à 35 jours de course, mais il a eu la Covid, donc en termes de récupération, ça n'a pas été forcément l'idéal pour Richard. L'Équatorien, parce que c'est vrai que souvent je dis Carapaz colombien, comme Cepeda, alors qu'ils sont tous les deux équatoriens. Enfin, tous les trois, parce qu'il y a deux Cepeda. Du côté de Carapaz, du côté de Romain Bardet, voilà, il s'en sort bien, 7ème place. L'avantage en plus, c'est qu'aucun des leaders ne prend de bonification aujourd'hui, donc c'est vraiment une journée plutôt bien. Pour un coureur, on sait Romain Bardet qui n'est pas toujours très bon sur les lendemains de journée de repos, donc voilà, il a passé ce cap-là aujourd'hui, ça c'est bien, voilà, plus que 10 étapes, j'ai envie de dire, pour désormais Romain Bardet pour tenter de remporter la course ou de finir sur le podium, ce qui est tout à fait réalisable. Guillaume Martin aussi finit dans le premier groupe en passant, il est 20e. Et puis la deuxième surprise du jour, c'est Michael Cherel. 13e aujourd'hui, Michael Cherel. Je l'avais déjà vu sur le blockhouse, Cherel, parce que vous savez, tous les soirs, je regarde un peu les classements, et puis j'avais vu, tiens, Michael Cherel, 21e au blockhouse, c'est pas mal pour Michael Cherel. Et là encore aujourd'hui, l'étape du français, j'ai pas regardé alors il est combienième au général, si ça me l'affiche, parce que je suis pas sûr que pour l'instant, il est 17h35, les courses sont arrivées il y a une vingtaine de minutes, donc les classements sont pas encore à jour, mais c'est bien ce que fait Michael Cherel, là aussi, 36 ans Michael Cherel, on n'est pas sur un coureur tout jeune, qui est dans sa dernière année de contrat avec AG2R. Est-ce qu'il continuera ou est-ce qu'il partira dans une nouvelle équipe ou est-ce qu'il sera renouvelé chez AG2R? Il est chez AG2R depuis 2011, parce qu'il faut savoir qu'il avait commencé à la Française des Jeux, notamment en 2006 pour le coureur français. Du côté de Michael Cherel, ça s'est bien passé. Il est 31e au général à 17 minutes 44. Donc voilà, ce qui est tout à fait honorable pour un coureur comme Michael Cherel. C'est peut-être même le premier AG2R. Oui, c'est le premier AG2R au classement général. Puis là aujourd'hui, belle étape, beau classement pour lui. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour notre ami français. Et puis on poursuit avec la petite déception du jour, c'est Arnaud Démare qui n'était pas dans le final. Ça a monté quand même beaucoup trop vite pour Arnaud Démare qui finit dans un groupe à 1 minute, peut-être un peu plus. Non, il finit 50e à 1,02 dans le groupe Fortunato. Avec Lilian Cammejeanne notamment, donc ça montre que les jambes sont bonnes, parce que vu comment ça a roulé fort dans le final, il fallait y être dans le groupe à 1 minute. Mais l'écart s'est réduit avec Guermeil, on avait dit, c'était peut-être l'adversaire numéro 1 pour le classement du maillot cyclamen. Il n'y a plus que 3 points d'écart, et Van Der Poel, lui, est 61 points derrière Arnaud Démare. Donc 58 points derrière Guermeil. Mais l'avantage, c'est que Cavendish ni Dolo Gaviria n'ont pas pris de points non plus. Voilà, la bagarre sera face à Guermeil au niveau du maillot cyclamen, car aujourd'hui il a pris beaucoup de points grâce à sa victoire d'étape. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs de tête, je commence avec bien entendu le vainqueur du jour, Biniam Guermeil.
Il a encore été bon, Guilherme. Même si à un moment, il s'est légèrement affolé. Vers 6 km et demi, 5 km de l'arrivée, quand il y avait Van Der Poel devant et qu'il avait plus forcément d'équipier qu'en retard à l'épingle. Mais dans le final, il a montré de l'intelligence de course, c'est-à-dire savoir se placer au bon endroit. Et puis là, aujourd'hui, il avait un lanceur. Alors, un lanceur de luxe, c'était Pozzovivo, qui a roulé aussi, qui a fait un énorme travail, hein, Domenico Pozzovivo, pour Guilherme. Et puis, voilà, c'est une nouvelle victoire pour Intermarché. Mais pour qu'un Pozzovivo se mette au service de Guilherme, c'est qu'on est sûr de soi quand même. C'est qu'on est sûr de son poulain chez Intermarché. Et puis, voilà, magnifique performance. Il a bien fait de rester chez Intermarché en passant Guilherme, de ne pas aller chez Ineos ou chez Jumbo. Il y avait un petit peu le chant des sirènes. Et puis, voilà, il a été parfait aujourd'hui. Il a été parfait. Ce qui fait la différence avec Van Der Poel aujourd'hui, je pense que Van Der Poel était plus fort que Guilherme. Voilà. Mais sauf que Van Der Poel a très mal couru, Guilherme a été plus intelligent. Dans toute la dernière montée, Guilherme, il est dans la roue de Van Der Poel. Ou en 3-4 roues derrière. Pourtant, il ne fait pas travailler son équipe. La différence, c'est que dans la descente Intermarché avec 4 coureurs, Alpecin, il n'y avait que Van Der Poel. La différence quand même entre les deux, c'est 5 ans, je crois. C'est 4 ou 5 ans d'âge. Et pourtant, il y en a un qui est plus intelligent tactiquement que l'autre, qui, semble-t-il, on pourrait croire qu'il a plus d'expérience que l'autre, c'est Guilherme. Guilherme, il a couru de manière très intelligente. Il a presque couru à la perfection, quand tu regardes. Et puis, il lance son sprint au bon moment, alors que Van Der Poel lance trop tard. Ça aurait dû être l'inverse. Comme Guilherme avait un lanceur, Van Der Poel aurait dû anticiper pour contrer le phénomène Pozzovivo. Donc, il fallait qu'il lance plus tôt. Sauf qu'il a lancé plus tard. Mais pourquoi il a lancé plus tard ? Parce qu'il était cramasse des efforts qu'il avait fait auparavant. C'est la différence avec Guilherme. Guilherme, il s'est pas mis directos dans la roue des Ineos non plus, hein, quand Ineos accélère. Tu vois, il était 4-5 roues derrière. Ouais, mais il a peut-être mangé moins de vent à ce moment-là. Il a peut-être pu lisser un peu plus son effort. Et derrière, l'intelligence encore de course. L'intelligence également de faire travailler ses équipiers. Lui, il sait utiliser le collectif Intermarché. Et quand on voit le travail qu'a fait Pozzovivo aujourd'hui, c'est aussi une victoire collective pour Intermarché. Et puis Intermarché, très grande année 2022 quand même pour cette équipe. J'avais eu des propos quand même assez durs en 2021 quand ils étaient arrivés en World Tour. Et j'avais dit, cette équipe-là n'a pas l'effectif pour aller en World Tour. Mais ils m'avaient vraiment démontré tout l'inverse lors de leur année World Tour en courant intelligemment. Et là encore cette année, ils ont couru intelligemment depuis le début de saison. Et puis le fait d'avoir recruté Guilherme quand Delco allait mal, ça c'est aussi une pépite, une trouvaille, parce que à ce moment-là, personne n'était vraiment sur Guilherme. Il faut saluer aussi le travail qu'avait Delco, cette équipe désormais disparue, pour dénicher des pépites étrangères, parce que c'était la Pomme Marseille. Ils ont déniché quand même quelques coureurs en Afrique. C'était les rares à aller oser regarder en Afrique ce qui se faisait. Et on voit qu'avec Guilherme, ça a été un bon choix. Et aujourd'hui, il s'épanouit parfaitement chez Intermarché. Puis pour moi, c'était un bon choix de rester chez Intermarché. Albanese, belle performance, hein, derrière les deux ogres, c'est quand même très bien. Ça fait également un podium pour Eolo, qui n'est pas totalement vu en ce début de course. Alors Fortunato, de l'autre côté, a perdu 1 minute, mais Albanese fait la bonne opération du jour. Voilà, très beau sprint de la part de Vincenzo. Normalement, c'est un puncher sprinter, on va dire Albanese, mais il a été très bon aujourd'hui. Et il fait pas une mauvaise saison, Albanese, parce que moi je l'ai vu sur le Tour de Sicile où il fait 7, ce qui était quand même pas si mal que ça. 4e de la première étape du Tour des Alpes, 7e du Tour de Sicile, alors certes avec une opposition moindre, mais 7e du général, c'est-à-dire qu'il avait pour la première fois il participe au général, 3e du Trofeo Calvia également. Voilà, il y a quand même des top 5 pour lui, hein, depuis le début de saison, des top 10 assez réguliers pour le coureur italien, vainqueur du Trofeo Matteotti en 2016 déjà. À l'époque, il était même pas professionnel. Albanese. Donc, quand il avait remporté le Trofeo Matteotti, il était dans l'équipe d'Italie des jeunes Italiens
enfin une équipe Italie où il y avait quand même Marco Marcato en 2016 dans cette équipe d'Italie, Marangoni, Rocchetti, Colonna, Fabro et Ballerini et Troia, qui étaient aussi des jeunes coureurs à l'époque. Bon, un Trofeo Matteotti où il n'y avait pas beaucoup d'équipes au départ. Voilà, c'est un coureur qui est pas mauvais. 11e de Milan-San Remo cette année aussi, hein, donc il aime ce type de parcours-là. Il s'en est bien sorti dans le final. Donc vraiment, belle performance de la part de Vincenzo Albanese. Et puis belle performance pour Eolo Cometa. C'est son 3e top 10 hein, sur ce Giro. On n'en parle pas trop, mais il a fait 9e à Scalea, 7e à Potenza, 3e à Jesi. Donc pour le moment, c'est le coureur des équipes invitées qui a les meilleurs résultats depuis ce début de Giro. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Van Der Poel. 3 fois bonnet d'âne quand même hein, depuis le début de Giro. Heureusement qu'il a gagné la première étape Van Der Poel. Hein. Il court très mal, encore une fois aujourd'hui, c'est-à-dire que il décide de faire rouler son équipe assez tôt, déjà le matin, bon, okay, c'est un choix de toute manière, s'il voulait que les sprinteurs lâchent, il fallait rouler fort pendant toute la journée. Ça c'était une obligation, et ça c'est totalement logique. Il décide de rouler avant la côte même, de rouler très fort déjà avant la côte, donc de sacrifier, on va dire, un petit peu son collectif. Quand tu fais ce genre de choses, tu attaques dans la montée. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'a pas attaqué dans la montée. Donc, il a gâché son collectif. Sauf que derrière, dans la descente, bien entendu, vous avez des coureurs qui attaquent. On a vu Bike Exchange, on a vu d'autres coureurs attaquer. Et là, tu te retrouves comme un con. Il y a eu... c'était Covey. Non, c'était Formolo qui a attaqué. Tu te retrouves comme un con. Parce que tu peux plus contrôler la course. Alors, soit il restait dans la route Guermeil, mais le problème, c'est que Guermeil, au bout d'un moment, il aurait dit tu roules, hein, moi je fais pas rouler que mes équipiers si c'est pour que tu me battes à la fin. Et oui, il fallait pas qu'il sacrifie l'entièreté de ton équipe. Moi, j'ai pas compris pourquoi il a fait plus confiance à Krieger qu'à Dries de Bont. Pour moi, il aurait dû se faire lancer par Dries de Bont et pas par Krieger. Krieger, il aurait dû le faire rouler. Pour moi, il fallait qu'il garde Dries de Bont et Oldani, qui pouvaient passer la bosse. Et ensuite, les deux, après, tu voyais dans le final ce qui se passait. En plus, pas de chance pour lui, c'est que vous avez Ineos qui a roulé fort dans le final. Mais de toute manière, quand tu fais ça, tu attaques tout de suite. Enfin, tu attends pas qu'il y ait d'autres équipes qui mettent en route. Enfin, voilà, j'ai pas compris du tout la stratégie de Van Der Poel. Et puis dans le sprint, il n'anticipe pas, il part avec au moins 15 mètres de retard. Et les 15 mètres, il n'a jamais réussi à remonter dessus. Alors, il y a un moment, il est au niveau du pédalier, sauf qu'il explose complètement. Alors, peut-être un craquage mental, peut-être que Guermeil est allé encore plus loin que lui dans la douleur, hein. C'est peut-être le cas. Guermeil a peut-être une énorme résistance à l'acide lactique, parce que Guermeil il a fait un gros sprint là quand même aujourd'hui. Mais bon, la deuxième place, ça va pas satisfaire plus que ça Van Der Poel. Et puis encore une fois, s'il n'avait pas autant perdu d'énergie dans cette montée finale, et autant sacrifié son équipe dans cette montée finale, peut-être que ça aurait mieux marché. On en a parlé dans les commentaires déjà de Van Der Poel, du fait qu'il courait mal, là depuis le début de Giro. Et puis il y en a il y a un suiveur, il y en a un, c'est très berrichon, qui me disait il y a un moment, est-ce que la direction technique peut pas lui dire de mieux courir? Et moi je lui ai répondu oui, mais c'est compliqué pour la direction technique de l'engueuler parce qu'au niveau financier, tu peux perdre des sponsors si Van Der Poel, tu te mets en froid avec Van Der Poel et qui décide de changer d'équipe. Parce que Van Der Poel, très clairement, si il dit Alpecin m'énerve, j'ai envie de me barrer, t'as 15 équipes qui sont sur le pas de la porte. Hein. Il me fait penser quand même à Sagan parfois, parce que Sagan aussi, il était capable de faire ce genre d'erreur, même le grand Sagan. À l'époque, de faire des erreurs tactiques. Van Der Poel, son problème, c'est qu'il se croit plus beau qu'il ne l'est. Alors que Guermeil, il est plus intelligent. Van Der Poel, j'ai dit plusieurs fois, dans le petit livre illustré du bon cycliste en tactique, tu montres jamais que tu es le plus fort. Van Der Poel le fait tout le temps. Donc ensuite, quand il est dans une échappée et qu'il n'est pas le plus fort, il se met les autres à dos. Quand
ce qui s'est passé à Naples. Les autres se sont énervés, et puis ensuite vous avez le groupe de Gaines qui sort. Guermain, il est beaucoup plus intelligent. Certains diraient qu'il est plus attentiste, Guermain. Oui, c'est vrai, mais il fait pas l'effort en trop. Et il court de manière beaucoup plus intelligente. On dirait presque un vieux roublard dans la manière dont il travaille, la manière dont il fait le job. Donc mais c'est très bien. Alors que Van Der Poel, je dirais qu'il court encore comme un cadet. Et c'est bizarre parce que, alors autant Poulidor n'était pas le coureur le plus professionnel de l'histoire, il y a quand même une anecdote du côté de Poulidor. Bon, déjà, il y avait un matériel qui n'était pas toujours au top, mais surtout, il ne repérait pas les étapes. Ce qui semble aujourd'hui incroyable, contrairement à Jacques Anquetil. C'était la grosse différence entre les deux, parce que Jacques Anquetil, c'était presque une approche empirique, une approche mathématique du cyclisme, c'est-à-dire que tout était très millimétré dans les années 60, avec le dopage notamment. Poulidor, non, c'était la fête du slip. Par contre, Adrie Van Der Poel, il a fait des coups tactiques dans sa carrière. Et il n'a pas enseigné ça à son fils. Ou à ses fils, parce que je crois que l'autre n'était pas beaucoup meilleur. Le David Van Der Poel, je crois, pas foufou non plus. Mais Mathieu Van Der Poel, là, il a très mal couru pour moi dans le final. Et c'est, enfin voilà, tant qu'il courra de cette manière-là, ça lui jouera des tours. Magnus Cort Nielsen, pas présent dans le final. Lui, il a lâché tôt, Cort Nielsen. Il est 58e, donc il est derrière Desmar. Quand même. Je suis déçu parce qu'aujourd'hui, je me disais que c'était un parcours qui pouvait lui convenir. Mais on remarquera aussi que Cort Nielsen, ces dernières années, avant le mois de juillet, il n'est pas bon. C'est fou, c'est que l'année dernière, il a été bon sur le Tour d'Espagne. Mais en résumé, sa saison, elle n'est pas sensationnelle avant le Tour d'Espagne. Vraiment, ça commence à la route d'Occitanie où il commence à être pas mal. Il y avait eu un petit peu le Tour de Romandie où il avait fait deuxième, mais on peut pas dire que le Tour de Romandie 2021, il y avait une grosse opposition du côté des sprints. Et la route d'Occitanie où il remporte une étape et il fait deuxième de l'étape 1. Ensuite sur le Tour, il fait un podium. Et puis derrière sur la Vuelta où il gagne 2 étapes. Et c'est vrai qu'il a du mal à enchaîner par rapport à cette bonne année 2021. L'année 2022 est plus compliquée. Alors il y a eu cette victoire de la première étape à Grande Camino. Depuis, c'est difficile. Là aujourd'hui, quand même, j'avais bien misé sur lui. Même si c'était ma grosse cote, je me disais on va peut-être perdre quelques sprinters, ça peut bien le faire. C'était encore plus le cas quand ça commençait à rouler vite, mais il n'a pas réussi à rester dans le bon groupe, donc les jambes ne sont pas exceptionnelles. Caleb Ewan, je commence à être très inquiet pour Caleb Ewan. Alors déjà, vous avez dit hier, Caleb Ewan, il a fini très loin dans l'étape. Il était dans le dernier groupe lors de l'étape du Blockhouse. Donc déjà, ça m'avait inquiété légèrement. Mais là, aujourd'hui, il finit... Alors que je le retrouve, Caleb, il est peut-être... non, il n'est peut-être pas encore arrivé, Caleb Ewan. Parce que je suis à 164 coureurs arrivés sur 166. Et non, il n'est pas encore arrivé, Caleb Ewan. Mais je suis très inquiet. Les délais sont ils sont pas si énormes que ça aujourd'hui, les délais. Je sais même pas si je les ai. Non, j'ai pas les délais. Mais ça doit être 25 minutes. Donc, oui, ça va être chaud pour Caleb. Les jambes sont pas là. Alors, il y a eu une étape où il a réussi à sauver la mise. Mais en réalité, sa chute du premier jour a soit eu d'énormes conséquences, soit il n'est pas dans la forme de sa vie. Et en même temps, on sait qu'il va encore refaire le triptyque, les 3 grands tours. Je trouve que c'est une idée à la con. C'est une idée à la con, parce que faire les 3 grands tours, c'est le meilleur moyen d'en rater 2 sur 3, ou même de rater les 3. Adam Hansen, quand il a fait sa collection de grands tours, il y a toujours des moments où il n'était pas bon dans les grands tours. Alors, on le mettait parce qu'il fallait qu'il batte son record. Mais sur la fin, j'ai envie de te dire que les 2-3 derniers grands tours qu'il a fait, il était nul, Adam Hansen. C'était pas fou ce qu'il faisait. Et je comprends pas qu'en 2022, on veuille encore faire ce genre de choses. Alors c'est bien, on va rentrer dans les tablettes, battre des records. Mais si tu veux être performant sur les 3 grands tours, c'est quasiment impossible parce que ça veut dire qu'il faut arriver avec très peu de jours de course avant le départ du Giro. Qu'ensuite, il faut très peu courir entre le Giro et le Tour de France. Et qu'il faut également très peu courir entre le Tour de France et la Vuelta, ce qui est un peu plus facile quand même désormais parce qu'il y a peu de distance entre le Tour et la Vuelta.
bah, c'est quand même très compliqué. Tu sais qu'à chaque fois, tes débuts de grand tour vont pas être faciles. Ou qu'il y aura des moments où tu seras plus en pic de forme et que tu seras quand même sur un grand tour, et donc tu vas souffrir sur le vélo. Mais là, aujourd'hui, Caleb Ewan, c'est vraiment pas la réussite. Je termine avec Tobias Foss, le coureur norvégien. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est plus même la Jumbo que Foss. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de la Jumbo. L'idée était d'attaquer dans la côte. Sauf que il est parti dans la portion la moins difficile de la dernière côte, qui était quasiment du faux plat montant. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'est télescopé du côté de la Jumbo. Alors au final, vous avez Koen Bouwman qui fait 6ème aujourd'hui, ce qui est une belle performance pour le coureur néerlandais. Mais Tobias Foss, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont tenté de faire avec Tobias Foss. Pourtant, il y avait une tactique en place, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 coureurs qui se sont écartés d'un coup. Parce qu'il y avait une cassure et que lui, il a décidé d'y aller alors que il aurait dû se remettre dans les roues. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont fait avoir dans un virage. Vraiment Jumbo, ils se sont retrouvés devant alors qu'ils voulaient pas être devant à ce moment-là. Puis après, il s'est dit, bah vas-y, on s'en tape, on y va quand même. Et puis, donc c'est vraiment pas une belle performance. Puis je terminerai avec Lennart Kemna rapidement. Fini, il est plus dans le top 15, Kemna, 19ème. Et oui, il a perdu 5 minutes aujourd'hui, Kemna. Il est dans un groupe à 5 minutes. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est dommage pour le coureur allemand. Alors peut-être que du côté de Lennart Kemna, on voulait perdre du temps pour pouvoir repartir en échappée. Parce qu'il y a le classement de la montagne. Et c'est vrai qu'il a désormais 40 points de retard sur Diego Rosa. Donc il va falloir prendre des échappées désormais pour le coureur allemand. Sinon, au niveau du top 10, aucun changement du côté du général que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. Demain, étape toute plate. Donc là, vraiment sprint. Je pense pas me planter demain. Débrief, présentation de l'étape à 7h30. Débrief à 21h comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.